Mesdames et messieurs, bienvenue dans le manga des archives de Val, et bien que cette phrase n'aura de sens que pendant les 2 mois qui suivront la sortie de cette vidéo, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2017. J'espère que vous avez tous pris de bonnes résolutions, que vous n'abandonnerez pas vos éventuels projets, que ceux qui sont en âge de voter soutiendront le hashtag Décilu2017. Et en ce qui me concerne, pour fêter la première vidéo de l'année ainsi que la 20e de la série des archives manga, on va se faire une œuvre qui envoie du lourd. Une œuvre au sujet de laquelle on va rétablir certaines vérités. Bref, aujourd'hui, on ressort le dossier Shaman King. Générique! Regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Alors non, stop. Je sais qu'on est en France, que le générique français pète la classe et tout, mais quand je parle de Shaman King et que je m'exclame générique, je pense d'abord à ça. Voilà, ça fait du bien. Maintenant, je suis remonté à l'eau pour vous présenter cette œuvre. Shaman King, littéralement le roi des chamans, est un shonen neketsu écrit et dessiné par Hiroyuki Takei, dont les talents de dessinateur lui valurent d'être embauché comme assistant de Nobuhiro Watsuki, un début de carrière qu'il partage avec un certain Eiichiro Oda. S'étant d'abord fait remarquer grâce à plusieurs one-shots ainsi qu'une série en 3 tomes intitulée Butsuzone, Shaman King reste actuellement sa série la plus connue ainsi que la plus longue, vu qu'elle a été compilée en 32 volumes, et que son nombre de chapitres, tous publiés dans le WS Jump entre le 30 juin 1998 et le 30 août 2004, s'élève à une hauteur de 285. Du moins, c'est ce que croit la majorité des gens. Quant à son adaptation animée, elle dispose de 64 épisodes et je n'aurai que 2 choses à dire à son sujet, Studio Xebec et censure for Kids. Voilà pourquoi je précise à nouveau que je ne parlerai ici que de la version papier. L'histoire que Shaman King nous raconte se déroule dans notre monde. Soyons encore plus précis, elle commence en 1997 et se termine en l'an 2000, voire 2005 si on prend en compte l'épilogue. Le manga démarre en nous présentant Oyamada Manta. Alors oui, je vais prononcer les noms à la japonaise, nom devant prénom derrière, parce qu'il en est fait de même dans l'édition française par la maison Kana, et vu la rareté de la chose, je pense que le moins qu'on puisse faire c'est de le souligner. Oyamada Manta, donc un collégien tout ce qui est de plus normal si on exclut le fait que la nature ne l'a pas verticalement optimisé. Un soir, alors qu'il se dépêche de rentrer chez lui parce que son dernier cours s'est terminé en retard, il décide de prendre un raccourci en coupant par le cimetière du quartier. C'est là qu'il se fait interpeller par un jeune garçon chelou du nom de Asakura Yo, qui lui propose de se poser 2 minutes afin de regarder les étoiles avec lui et ses amis que Manta ne voit nulle part jusqu'à ce que Yo désigne les fantômes qui peuplent le cimetière. Fantômes que Manta n'avait jamais vus auparavant et auxquels il ne croyait pas, d'accord. Un peu facile comme entrée en piste, mais passons. Il se trouve qu'en fait, Yo est ce qu'on appelle un chaman, c'est-à-dire un humain qui non seulement arrive à voir les fantômes et autres esprits de la nature, mais qui peut également s'unir à eux afin de gagner des facultés surnaturelles, comme par exemple se laisser posséder par un samouraï afin de devenir un pur maître du combat au sabre. Et donc la suite du manga raconte la participation de Yo au légendaire Shaman Fight, un tournoi entre chamans qui a lieu une fois tous les 500 ans, et dont le gagnant se voit remettre les pouvoirs du Great Spirit, le plus puissant de tous les esprits, ce qui grosso modo revient à devenir Dieu. Bon, on va pas se mentir, le résumé que je viens de vous faire était pour le moins minimaliste. Je pense qu'on n'avait pas été aussi vague sur le synopsis d'un manga scénario depuis la M15 sur Siren. Mais en même temps, c'est un peu normal. Parce qu'à l'instar de Siren, Shaman King est un manga très facilement spoilable et le fait qu'il était plus mainstream ne m'autorise en aucun cas à faire comme si tout le monde le connaissait en détail. Du coup, on va commencer par une simple analyse de la forme, et par là j'entends surtout est-ce que les personnages principaux sont bien construits, et après seulement on pourra s'attaquer à la partie un peu plus délicate des réflexions apportées par l'œuvre, accompagnées bien sûr des spoils qui vont avec, sinon c'est pas drôle. Les personnages donc. S'il y a bien un truc qu'on peut dire sur eux, c'est qu'ils sont tout sauf plats. Aucun d'entre eux ne se cantonne à un seul trait de caractère, et le moins qu'on puisse dire c'est que ces traits sont distribués de manière assez étonnante. Prenez Yo pour commencer, c'est le protagoniste de l'histoire, c'est le héros d'un neketsu de baston. Ce mec a le même job que Naruto, Izuku, Kenichi, Luffy et j'en passe. Et pourtant, il n'a aucun point commun avec eux. En général, quand on parle d'un héros de neketsu de baston, on s'imagine un gars avec un rêve épique à réaliser, qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs, lesquels lui permettent souvent de finir auréolé de gloire, même si c'est pas forcément le but premier de l'opération. Yo, lui, est sans doute le héros de neketsu rêve le moins épique de l'histoire des héros de neketsu. Devenir Shaman King afin d'aider l'humanité à prendre le bon chemin pour qu'elle s'améliore? Oh mais ma petite dame, si vous saviez, il en a rien à foutre de se lancer dans un tel projet. La seule chose qui le motive à participer au Shaman Fight, c'est que s'il gagne et accède au trône, il pourra flemmarder et sera libre de toute obligation sociétale pour le restant de sa vie. Franchement, tous ceux qui pensaient que Shikamaru Nara était le personnage de shonen le plus fainéant de l'histoire, je crois bien que là, on en a trouvé un qui le distance de plusieurs longueurs. Non mais regardez, ce mec porte des vêtements à motif de weed. Vous croyez que c'est un hasard s'il a toujours cette attitude un peu trop calme et détendue? C'est bien simple, au fil des 285 chapitres du manga, il n'y a qu'un seul moment où il se met vraiment en colère. C'est lors de son premier combat contre Faust, car celui-ci s'en prenait à Manta.
Et pourtant, c'est bien là qu'est la force de Yo. Sa capacité à rester calme en toutes circonstances lui permet de toujours garder un esprit lucide, ce qui pour un chaman est un peu le minimum syndical demandé en fait. Et malgré cette attitude un peu trop décontractée pour un héros de Neketsu, Asakura Yo est bel et bien digne de cette appellation, car comme tous ses confrères, il répugne à l'idée de tuer, il aide les gens dans le besoin, et il est prêt à tout pour devenir plus fort. Surtout que pour ce dernier point, il a pas vraiment trop le choix en fait, car voici maintenant le premier rôle féminin de Shaman King, Kiyoyama Anna. Alors si Yo était déjà un protagoniste de Neketsu assez spécial dans son genre, Anna, elle, a tout simplement pris le modèle sur lequel elle est basée et lui a totalement refait le portrait. Et je le dis et je le répéterai jusqu'à ma mort s'il le faut, Kiyoyama Anna est et restera la meilleure tsundere jamais écrite pour un shonen. Parce que là où toutes les tsundere sont basées sur le même modèle, à savoir une timidité qui leur fait cacher leurs sentiments derrière de la violence, au passage je pense que moins une tsundere est limitée à cette caractéristique et plus c'est une tsundere de qualité, Anna, elle se comporte selon la logique inverse. Ce n'est pas tant qu'elle est tyrannique envers Yo pour cacher ses sentiments à son égard, c'est justement parce qu'elle est amoureuse de Yo qu'elle ne lui accorde aucun répit. Ses sentiments, elle les revendique haut et fort, elle a une confiance aveugle dans les chances de Yo de remporter le tournoi, et Yo sait pertinemment que les programmes d'entraînement d'Anna, même s'ils peuvent sembler inhumains, réussiront à le rendre plus fort. Alors je suis sûr qu'il y en a quand même qui diront oui, mais du coup, si elle est pas timide, alors c'est pas une tsundere, c'est plus une yandere. Non. Les gens qui pensaient comme ça, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes cons. D'une part, le concept de yandere est totalement hors sujet, puisqu'on ne voit jamais Anna passer de très affectueuse à énerve-moi et je te fais revivre la fin de School Days. Et d'autre part, vous avez jamais entendu parler de ce qui s'appelle la déconstruction? Genre tu prends un concept au code bien défini et tu les chamboules pour obtenir autre chose? Et ben voilà. Tu prends les codes de base de la tsundere, tu les retournes et tu obtiens un personnage comme Anna. Et surtout, tu n'essayes pas de retourner Anna. Il y en a qui ont essayé, ils se sont tous pris une mandale, y compris le favori du tournoi qui est overpété par rapport à tous les autres participants. Alors arrêtez de vous plaindre que les personnages féminins des œuvres piliers du genre Neketsu sont toujours inutiles et inintéressantes. Shaman King était un blockbuster à son époque, et Anna est sans doute son personnage le plus intéressant scénaristiquement parlant. Ok, présenter les deux Totoro m'a quasiment pris 2 pages de script, alors pour aller un peu plus vite sur les autres protagonistes, on n'a pas ordre d'intérêt croissant de ma part. Oro, un chaman avec un rêve écologiste mais qui se trouve à la dernière place de ce classement parce qu'on verra plus tard que ce type de rêve n'est pas si extraordinaire que ça. Le docteur Faust 8, un chaman nécromancien shooté à la morphine et absolument adorable tant que vous ne vous moquez pas d'Elisa, sa femme décédée. Umemiya Ryu, un ex-pseudo-délinquant qui est devenu chaman grâce à sa rencontre avec Yo et qui de mon point de vue est le personnage le plus comique de tout le manga, n'en déplaise au suivant. Chocolove McDonnell, un ex-vrai gangster cette fois en quête de rédemption spirituelle qui n'hésitera pas à accepter un certain châtiment pour montrer sa détermination. Lizard Dittel, un jeune garçon très doux mais assoiffé de vengeance pour une raison dont je parlerai plus en détail par la suite. Taoren, le entre guillemets premier rival de Yo, dont l'intérêt scénaristique repose sur son combat intérieur entre suivre les dogmes de sa famille ou tenter une approche du chamanisme différente de celle dans laquelle il a été élevé. Et à la première place, je vais m'arrêter un instant sur le personnage de Manta, dont la construction du rôle est plus intéressante que le rôle en lui-même. Parce que Manta a beau être le premier personnage que l'on rencontre, c'est littéralement lui qui prononce les tout premiers mots du manga ainsi que les tout derniers pour l'anecdote, il n'a au final de réel intérêt pour l'histoire que pendant la première partie de celle-ci. Son rôle consiste à représenter le lecteur qui découvre l'univers global des chamans, donc fatalement plus l'histoire avance, moins il y a de choses à découvrir sur le chamanisme en général. Donc une fois qu'on a bien compris sur quelle base sont construits les chamans, ce qui devient intéressant c'est de les voir interagir entre eux, observer comment leurs différentes mentalités vont se rejoindre ou se confronter. Et c'est pour ça qu'à partir de la deuxième partie de l'histoire, Manta, qui était au premier plan d'importance au cœur même de l'action, passe au troisième plan d'importance, il devient spectateur de l'action fournie par les héros et les antagonistes. Et là, avec ce mot, on entre dans la partie réflexion de Shaman King. Donc permettez-moi de démarrer l'activation de ma spoiler alert. Petite mise au point avant de commencer, si vous continuez à regarder, c'est que soit vous vous fichez d'être spoilé, soit vous connaissez suffisamment Shaman King pour savoir le nom de l'antagoniste, ses liens avec les autres personnages, ainsi que les mentalités des différentes factions de Shaman qui participent au tournoi. Si vous n'êtes dans aucun de ces deux cas, je vous retrouve au timecode indiqué ici, à tout à l'heure. Pour les autres, vous avez été prévenus. Alors, avant de nous attaquer au cœur de la réflexion, laissez-moi remettre tout le monde au même niveau en faisant un rapide topo des 4 voire 5 différentes factions de chamans que l'on rencontre lors du tournoi. Tout d'abord, il y a bien sûr Yo et ses camarades, dont je ne vous referai pas la présentation, mais que je vais qualifier de chamans entre guillemets sympathiques par rapport aux autres factions qui vont intervenir. Ensuite, il y a Ao, le plus puissant participant du tournoi, et tous ses partisans. Leur objectif, s'ils gagnent le tournoi, consiste à créer un monde uniquement composé de chamans, ce qui plus clairement veut dire que tous les non-chamans finiront 6 pieds sous terre, au même titre que les chamans qui auront tenté de les en empêcher. Arrive maintenant les X-Laws, des chamans qui, outre le fait que je les soupçonne d'être un peu trop fans d'Evangelion parce que putain le design de leurs anges sans le mecha à 20 km, sont en guerre ouverte avec le groupe de Ao et n'ont qu'un seul but, tuer ce dernier parce qu'il représente pour eux le mal incarné. Un objectif ma foi assez louable si on oublie leur vision un peu trop manichéenne de la situation, puisque si vous n'êtes pas avec eux, c'est que vous êtes contre eux.
Au-dessus de tous les participants, on trouve à présent les organisateurs du tournoi, j'ai nommé la tribu des patchs, dont les membres se tuent à répéter que leur seul but est d'assurer que le tournoi se termine avec un vainqueur, et ce peu importe que puissent être les ambitions de celui-ci. Et accessoirement, on a les Gandhara, qui sont comme les X-Laws le côté Inquisition en moins, et qui honnêtement ne servent à rien à part donner un power-up au héros juste avant le climax. Donc je pense que j'ai le droit de ne pas les prendre en compte pour la démonstration qui va suivre. Bien, vous connaissez maintenant tous les grands acteurs de Shaman King, alors laissez-moi vous poser une question. D'après vous, qui sont les méchants de l'histoire? Il va sans dire que la réponse la plus évidente serait AO, puisque son but avoué est de faire disparaître tous les non-chamans de la Terre, ainsi que ses éventuels opposants. Si on se limite à cette information, effectivement, on a déjà eu plus philanthrope comme comportement. C'est d'ailleurs pour ça que les X-Laws cherchent à le tuer par tous les moyens. Ça en plus du fait que chacun d'entre eux a vécu une tragédie à cause de lui, et c'est pour cette même raison que Lizard finira par le rejoindre parce que AO a assassiné ses parents. Cela dit, les X-Laws ont beau être tous de blanc vêtus, avoir des anges en guise de fantômes et crier à plein poumon qu'ils sont du côté de la justice, j'ai du mal à qualifier de gentils des personnes qui n'hésitent pas à tuer leurs adversaires juste parce que ces derniers ne partagent pas leur point de vue. Et puis, autant les X-Laws se disent du côté du bien, mais ont toujours cette ambiance autour d'eux vachement carrée et un peu trop rigoureuse qui renforce leur image militaire, autant AO ne se cache certes pas des atrocités qu'il a commis, mais niveau sympathie, j'adorerais être son pote, je me sentirais plus à l'aise avec lui qu'avec les autres là qu'on m'allait dans le cul. Parce qu'en dehors des fois où AO est en train de combattre, ou devrais-je plutôt dire en dehors des fois où il ajoute des noms à sa liste de victimes, il est toujours super relax, ultra détendu le gars. Il va même jusqu'à prendre un café en tête-à-tête avec Yo pour discuter dans le calme. Perso, j'ai pas vu beaucoup d'antagonistes qui seraient disposés à faire ça. Alors au final, lequel des partis est le plus méchant des deux? Je me tâte. Surtout qu'il y a encore deux groupes à voir. La tribu patch. On pourrait penser qu'en tant que superviseur du tournoi, il est normal que les patchs se déclarent neutres et qu'ils refusent d'intervenir dans les conflits entre participants. Ok. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils sont trop neutres en fait. À la limite, je peux comprendre qu'ils laissent les participants se tuer entre eux lors d'un match officiel du tournoi. Je veux dire, c'est autorisé dans les règles, tous les participants les ont acceptés, et de toute façon, si les mecs veulent pas mourir, ils peuvent toujours abandonner la compétition. Sauf qu'ils n'en ont rien à battre non plus si les participants s'entretuent aussi en dehors des matchs officiels. Et pire, quand tu vois le comportement de certains, t'as l'impression qu'ils s'en réjouissent. Eux, ce qui les intéresse, c'est le résultat final, mais ils se fichent de la nature des événements qui y conduisent. Donc même s'ils ne sont pas activement méchants, leur neutralité joue plus en faveur des actes répréhensibles que des victimes de ces actes. Et ça, je crois que ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger, et c'est pas très cool. Du coup, si on prend en compte le fait que Yo et ses potes, qui sont un peu notre maître étalon du bien dans la série, se retrouvent à un moment ou à un autre confrontés à chacun des trois autres groupes, ça fait beaucoup de méchants quand même. Sauf qu'il y a un truc qui remet tout en question. Un tout petit postulat qui apparaît dès le chapitre 1, prononcé par Yo lui-même et répété plusieurs fois au cours de la série. Ce postulat soutient l'idée qu'une personne capable de voir les esprits ne peut pas être une mauvaise personne. Si on considère que ce postulat est vrai, alors ça veut dire que tous les chamans, que ce soit les patchs, les X-Laws ou même AO et ses partisans, ne peuvent être que des gentils. Et ça veut surtout dire qu'en réalité, les vrais méchants de Shaman King, ce sont les non-chamans. Voyez-vous, l'histoire que raconte Shaman King est en quelque sorte construite de la même manière que l'est la saga Harry Potter, c'est-à-dire qu'elle porte sur un ensemble de gens qui vivent à la fois dans et en dehors de notre société que je vais entre guillemets qualifier d'ordinaire. Et tout comme la majorité des sorciers, qui ne s'intéressent pas vraiment aux affaires des moldus, il faut le dire, les chamans sont dépeints comme vivant aux côtés des non-chamans, mais ne leur accordant que peu, voire pas d'importance. En revanche, là où la société des sorciers a évolué à peu près de la même manière que la société moldue au cours de l'histoire avec un grand H, les chamans, eux, subissent l'évolution de la société ordinaire. Exemple tout simple, le rêve de Oro est de créer un gigantesque champ de Fuki, une plante qui dans la culture spirituelle japonaise est liée à la survie de certains esprits de la nature et dont une des membres est justement le fantôme partenaire de Oro. Si ce rêve peut à première vue sembler dérisoire, il reste l'un des nombreux exemples donnés par le manga qui critique l'expansion de la société ordinaire et dénonce le fait qu'à cause d'elle, il y a de moins en moins de forêts, de plus en plus de pollution, qu'il est de plus en plus difficile d'admirer un ciel étoilé. Bref, tout ça pour dire qu'avec ce nouveau point de vue, les alignements de nos 4 groupes de chamans par rapport au bien et au mal changent du tout au tout. AO, qui jusqu'à maintenant n'était perçu que comme un assassin ivre de pouvoir et chez qui on pouvait supposer l'existence d'un complexe de supériorité, comparaison avec Harry Potter, toujours toi-même tu sais, devient tout d'un coup un anti-héros qui est prêt à éradiquer la majorité des humains afin que la nature arrête d'être dégradée. Ce qui a pour conséquence d'alléger la conscience de la tribu patch parce qu'elle sait que moins AO aura de concurrents et plus il aura de chances de gagner le tournoi et donc de sauver la nature. Et dans le même temps, ça enlève toute l'éventuelle sympathie que l'on pouvait éprouver pour les X-Laws, car si jamais leur guerre sainte s'achevait sur la mort de AO, ils auraient certes vengé toutes ses victimes, mais auraient par la même occasion condamné la nature à continuer de souffrir. Quant à Yo et à ses potes, eux sont vraiment qualifiables de neutres dans tout ce bordel, puisqu'ils essaieront d'empêcher AO d'accéder au trône sans pour autant le tuer, voire dans le pire des cas de lui faire renoncer à son plan de génocide et chercher une autre solution.
Bref, tout ça pour dire que Shaman King offre une superbe réflexion par rapport à ce que l'on qualifie de bien ou de mal. Le monde n'est pas juste divisé en deux parties avec d'un côté les gentils bienfaiteurs dans la lumière et de l'autre les méchants maléfiques dans les ténèbres. Tout le monde peut être considéré comme étant du bon ou du mauvais côté. Le seul paramètre qui change vraiment, c'est le point de vue avec lequel vous voyez les choses et surtout de votre connaissance de la situation considérée. Plus on aura de recul sur une situation, plus on sera à même de comprendre les motivations des parties impliquées et donc de savoir lequel nous semble être le plus légitime. Voilà ce qui à mon avis aurait dû être retenu de Shaman King. Et ça aurait été le cas si malheureusement un problème qui a complètement niqué son parcours éditorial n'était pas survenu. Si vous voulez une comparaison avec un truc un peu plus récent, disons que Shaman King a vécu à plus petite échelle la même chose qu'a subi Naruto. Il a commencé très apprécié, il transmettait des leçons de vie super importantes, mais il s'est cassé la gueule vers la fin. La mise en place de la dernière partie de l'histoire n'a pas vraiment fait plaisir aux fans, si bien que la popularité de Shaman King a commencé à décliner, ce qui a entraîné son arrêt de publication dans le Jump. Sauf que les critiques qui ont été faites à Shaman King à propos de sa fin, je les trouve vachement hypocrites si vous voulez mon avis. Pour ceux qui veulent une explication de l'affaire, il y a un moment dans l'histoire où l'on apprend que Ao n'en est pas à son premier mais troisième Shaman Fight parce que sa puissance chamanique est si grande qu'il a découvert une technique pour pouvoir ressusciter. Et il se trouve que cette technique, les protagonistes arrivent à mettre la main dessus vers la dernière partie du manga. Et c'est ça qui a fait râler les fans, soi-disant qu'à partir de là, ça voulait plus rien dire si un personnage mourait puisque ses potes pouvaient le faire revenir. Les gens qui sont de cet avis, est-ce que ça vous arrive de réfléchir? Non, parce que moi je vois 3 défauts à vos plaintes. Numéro 1, je ne comprends pas pourquoi vous gueulez quand les protagonistes peuvent ressusciter alors que l'antagoniste, lui, n'a reçu aucune critique pour ce même pouvoir overcheaté. Numéro 2, le fait qu'une technique de résurrection existe signifie qu'il y a des morts. Alors même si elles sont temporaires, je préfère un manga où tous les personnages protagonistes inclus sont susceptibles de mourir plutôt qu'un manga où les personnages frôlent la mort tellement souvent qu'on n'est même plus surpris de les voir réapparaître 2 chapitres après leur disparition. Au moins là, on a une raison logique et stable de leur retour sur scène. Et numéro 3, ce sont des chamans! La base même de ce manga, c'est des mecs capables de manipuler les fantômes et les esprits. Ça vous choque tellement de voir qu'ils peuvent réinsérer l'âme d'une personne dans son corps alors qu'elle vient de mourir? Parce que si vous avez ce genre de raisonnement, je me demande pourquoi il n'y a pas eu de protestation lorsque Naruto a présenté des ninjas qui peuvent électrifier leur corps par leur seule volonté. Hein? Mais du coup, à cause de ça, Shaman King s'est terminé prématurément en plein milieu d'un remake de la saga du Sanctuaire dans Saint Seiya. Du moins, pour les versions occidentales. Car figurez-vous qu'une fois la série officiellement annoncée comme étant terminée, Shaman King a connu un regain de popularité tel qu'Hiroyuki Takei a finalement eu l'occasion d'écrire une préquelle intitulée Shaman King 0, une séquelle intitulée Shaman King Flowers, et plus que tout, il put enfin terminer son manga comme il le voulait, en bonne et due forme. La série se prolongea avec 15 nouveaux chapitres, amenant le total au nombre symbolique de 300, et fut intégralement réédité sous le nom de Shaman King Kanzenban. Et que dire si ce n'est que la fin est construite aussi surprenamment que le reste de la série, bien que certains pourraient la qualifier d'un peu trop facile, mais personnellement je vois pas comment ça aurait pu finir autrement. Je vous rappelle que Ao prouve à maintes reprises dans la série qu'il est invincible, donc soit il tuait tout le monde sur Terre et on aurait eu une bad end, soit Yo et les autres arrivaient à le tuer grâce à une solution bullshit et on aurait eu un Bleach avant l'heure, soit ils arrivaient à le raisonner. C'était le seul compromis possible et heureusement que c'est ce qu'a choisi Takei Sensei. Cela dit, ça reste mon avis personnel. Je reconnais que je vous l'ai présenté de manière un peu plus agressive que d'habitude, mais comprenez-moi, je trouve ça injuste que Shaman King ait été rabaissé à ce point juste parce que 2-3 rageux n'ont pas pris la peine de réfléchir à ce qu'impliquaient les choix de l'auteur. D'ailleurs, ça vous intéresse de connaître le ressenti d'Hiroyuki Takei sur cette affaire ? Eh bien, d'après la page anglaise de Shaman King sur Wikipédia, dont je tiens à préciser avant que vous ne vous foutiez de ma gueule qu'elle dispose du grade étoile d'argent, ce qui atteste d'un contenu relativement plus fiable qu'une page ordinaire, d'après cette page anglaise, donc Takei Sensei aurait lui aussi voulu finir sa série prématurément, car il avait l'impression de plus en plus normaliser son shonen afin de continuer à plaire au lecteur, ce qui selon lui faisait perdre à Shaman King son originalité. Et là je dis bravo, là j'applaudis l'auteur qui reste fidèle à ses idées de base et qui préfère que son œuvre reste unique quitte à faire un flop, plutôt que de rester populaire en reniant les principes qu'il avait au départ. Takei Sensei, vous êtes un exemple à suivre pour tous les créateurs, quel que soit leur domaine, et il est dommage que certains de vos collègues aient oublié cette leçon. Et c'est là-dessus que cette vidéo prend fin. J'espère que vous l'aurez appréciée, ou tout du moins que vous ne vous serez pas fait chier en la regardant, mais si déjà vous avez tenu jusqu'ici, je ne peux que vous en remercier du fond du cœur. Si vous en croyez cette vidéo méritante, je vous serai gré d'appuyer sur le bouton j'aime. Si vous m'en croyez méritant, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez me donner votre propre avis sur Shaman King ou me parler de quoi que ce soit d'autre, l'espace commentaire vous tend les bras. Dernier petit détail, vous pouvez cliquer ici pour aller voir l'archive manga précédente, des fois qu'elle puisse vous intéresser pour X ou Y raison. Le même lien se trouve également dans la description, et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine!